Bonjour Victoria, Bonjour Thierry, comment ça va aujourd'hui? en plateforme. Il fait Plus de plus de, en plus beau, on plus, va pas se plaindre. plus de rhume, pas de problème de rhume des foins ou quoi que ce soit? Non, Voilà. c'est toi qui l'avais, c'est pas moi. C'était pour voir si c'était contagieux. Oui, alors bon, ben ok, on est en pleine forme, donc on est en live. Aujourd'hui, on fête le 60e live. Tu te rends compte? 60e live. C'est juste incroyable. Donc ça fait maintenant des mois, des semaines et plus de 60 lives qu'on se voit pratiquement tous les jours à 15 heures pour vous parler de communication, de vie d'agence, de crise, de marketing, d'annonceurs, de publicité, mais aussi eh bien d'authenticité, d'expérience, de feedback. Et on est très heureux, effectivement, de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à... Je vois déjà des pouces s'activer sur la Et chatroom, continuez merci. à m'envoyer des messages pour si vous voulez passer dans des lives. C'est toujours intéressant. Il faut qu'on rencontre le maximum de personnes, donc Exactement. n'hésitez pas, il y en a beaucoup qui le font. Donc voilà, continuez, ça nous fait très plaisir. Voilà, Ça n'hésitez s'appelle à pas, tous. il y aura de la place pour tout le monde. Alors, à propos de place, on va faire un petit peu de place à ce visuel qui, pour une fois, n'est pas animé pour vous rappeler que oui, le meilleur du web aura lieu. Ça sera en septembre. Oui, vous avez encore du temps pour sortir vos projets, pour les inscrire avant le 7 août. Alors, ça laisse un peu de temps, beaucoup de temps, c'est selon ou très peu, mais en un mot comme en un seul, dépêchez-vous, tardez pas, parce qu'effectivement, ce rendez-vous sera d'autant plus fort, d'autant plus important, qui vient encore plus défendre la visibilité de nos métiers. Et il faut rappeler, Thierry, notre nouvelle offre cette année. Ah euh, oui, juste, mais oui, merci de le rappeler. Voilà, c'est important parce qu'on m'a appelé, plusieurs personnes m'ont appelé pour me demander. Maintenant, exactement, on sait. Vas-y Thierry, je te laisse parler. Voilà, en fait, notre geste barrière, non, je plaisante, notre geste d'entraide pour vous, les agences, les professionnels de la communication, de la publicité, eh bien, sachez que dès que vous avez un projet inscrit dans deux catégories, vous n'en payez plus qu'une seule. Voilà, donc ça vous fait une occasion de briller encore plus puisque vous pouvez comme ça concourir avec le même projet dans plusieurs catégories. Donc n'hésitez pas à utiliser cet avantage, il sera illimité dans le sens où on n'a pas de période de temps. Vous pouvez donc utiliser cette fonctionnalité jusqu'au 7 août, date butoir pour inscrire vos projets. Allez, place à notre invitée qui est très très intéressante effectivement puisqu'on est du côté d'une marque. De qui s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on reçoit Katharina Loxa, qui est la marketing de Mazda Suisse. Bonjour Katharina. Bonjour Victoria et bonjour à tout le monde. Voilà. Bienvenue à bord. Voilà. Alors, Merci. on a eu beaucoup d'agences et puis on s'est dit maintenant il faut que petit à petit on a eu aussi des médias, on va introduire aussi des marques parce que je pense que c'est aussi intéressant de voir comment elles ont vécu aussi cette période et puis comment, alors là on a un très bel exemple avec Mazda. Alors Katharina, ce sera vraiment intéressant d'expliquer la genèse de ce projet. Vous avez lancé Mazda Help et vraiment comment, qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment du confinement? On ne peut plus sortir dans la rue, plus personne n'utilise sa voiture, plus personne ne va acheter de voiture, ça c'est clair. On ne sait pas pendant combien de temps. Et vous ne pouvez pas faire de promo, mais vous devez quand même continuer à communiquer. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors, je pense que c'était pour nous tous un moment très compliqué et inédit. Et la genèse de ce projet, finalement, vient du fait que j'ai constaté que ça m'énervait personnellement de voir de la publicité automobile qui incitait les gens de rêver des routes qu'ils pourraient prendre alors qu'on était foncièrement tous confinés chez nous et dans une situation inédite. Et mon constat était, il faudrait qu'on propose une communication, un sujet, des contenus qui sont pertinents, qui rendent les clients, qui rassurent les clients, qui leur parlent en ce moment difficile aussi. Donc quelque chose autre que tout bêtement communication sur les routes, les véhicules ou les routes à prendre. Ça, lié au fait qu'on a vécu quand même un moment très compliqué et on s'est posé la question avec mon équipe, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces véhicules qui sont maintenant tous arrêtés? Et on s'est rendu compte en discutant avec quelques organisations ou quelques associations
qu'eux, ils souffrent inversement du problème qu'ils n'ont pas assez de gens, parce que les gens qui les aident, les bénévoles qui les aident d'habitude, sont soit bloqués, soit n'ont plus les véhicules nécessaires pour livrer des produits d'entraide ou de première aide. Et donc, c'était un peu ces différents aspects. Ma conviction qu'il faut communiquer sur des sujets qui sont pertinents au bon moment, et d'utiliser des véhicules qui étaient à l'arrêt dans une façon qui faisait du sens. Et donc la jeunesse de Mazda Help. Voilà, alors le sens, c'est très important parce que comment est-ce qu'on arrive alors on voit bien le lien entre la voiture et puis la livraison, ça a un sens, mais il y a des marques, il y a plein de voitures dont l'essence de la marque, disons l'ADN de la marque ou le positionnement de la marque, n'aurait pas été vers ce truc, je dirais, d'entraide, cette tonalité. Comment est-ce que ce qu'on appelle du storytelling, comment est-ce qu'on va chercher au sein de l'histoire de sa marque un lien qui fait que finalement on peut se permettre de faire ce genre d'opération qui pourrait être très mal prise si on est très très loin de ce genre je dirais d'aide, de positionnement. Alors, je pense qu'il y avait deux aspects. Le premier, c'est que Mazda a le plaisir ou cet avantage ou cette incroyable chance de compter sur une base de clients très, très passionnés. Donc, on est une petite marque, c'est très clair. En revanche, ceux qui adorent leur Mazda l'adorent vraiment et l'adorent pour la vie. Donc, déjà, si on peut compter sur cette base solide de passionnés qui adhèrent à cette idée et qui vont la porter plus loin et qui vont participer de manière bénévole pour la rendre vivante, je pense que c'était la première condition pour qu'on soit crédible dans nos démarches, parce que ce n'était pas que nous en tant que constructeurs, mais c'était nos passionnés qui ont porté l'idée. Et ensuite, on était très clair dès le début et tout au long de la campagne, il n'y avait aucun bénéfice vente. C'était réellement pour être présent, pour apporter une aide, pour faire rouler les véhicules dans un sens positif. Il n'y avait à aucun moment le moindre lien vente dans cette campagne. Et ces véhicules, ils venaient d'où? Parce que vous avez un réseau de garagistes détaillants, mais c'est un réseau externe à la marque. Enfin, je veux dire, c'est pas Mazda même. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre ce relais, disons, de prêter ces voitures qui, elles, étaient pour leur garage sans que personne puisse les utiliser? Oui, alors c'était ça justement qui était chouette parce que nos concessionnaires, nos partenaires, la grosse bataille en général, c'est de leur fournir des idées de communication qui sont pertinentes localement. Et là, ça l'était parce qu'on soutenait des actions localement. Donc, ça leur permettait d'être présents là où ils sont aussi avec une communication, avec une activité qui est vraiment implantée localement. Si le concessionnaire qui est à côté de Langenthal soutient la Croix-Rouge à Langenthal, effectivement, à terme, ça va lui bénéficier en tant que commerçant, c'est sûr. Mais le premier pas, c'est qu'il peut se présenter aussi d'une manière très positive dans son entourage. Donc finalement, le soutien local était parce que c'était pertinent localement. Et la communication, elle venait de vous vers les agences, enfin, je veux dire vers les concessionnaires, où chaque concessionnaire après pouvait faire sa propre communication pour faire part de son implication très locale? Alors, on les a aidés. On les a aidés à chacun ses compétences. On les a aidés comme on le fait de manière générale quand il s'agit de communication. On leur donnait des pistes, on les aidait à préparer des communiqués, etc. Ça, c'était notre rôle, c'est clair. Et le leur, c'était d'être présent auprès du client ou en l'occurrence de l'association. C'est un partage de compétences qu'on vit au quotidien et que nous avons pu continuer à vivre là aussi. Alors justement, travailler avec ces partenaires, ces revendeurs, est-ce que ça implique une concertation? Je pense à des choix aussi sur lesquels peut-être il faut être sensible ou faire attention. Je pense peut-être là à la distance ou au type de véhicule, parce qu'effectivement en temps de crise, on doit peut-être aussi optimiser. Est-ce que ça c'est des données qui ont été prises en compte avec ce petit monde ou du côté de Mazda Suisse?
Mmh. Alors absolument, parce que soyons très clairs, certains de nos concessionnaires, c'est des entrepreneurs, ils sont à leur compte et certains d'entre eux ont vécu ou vivent encore des moments assez compliqués avec le confinement. En gros, tout était à l'arrêt du jour au lendemain et certains d'entre eux nous ont clairement dit moi, je ne m'en sors pas de l'administration, il faut que je gère mes employés, mes équipes, je ne peux pas participer. Et dans un tel cas, il faut le respecter. Il n'y avait aucune contrainte ou aucune obligation auprès de nos partenaires parce que c'était compliqué pour tout le monde. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé avec les concessionnaires qui ont de façon bénévole dit « Ok, moi j'ai les moyens, on y va ». Et c'était ce partage qui est important. Ouais. Et puis, au niveau au niveau des retours, à la fin de cette opération, comment est-ce que vous avez quantifié l'impact de cette opération ? Alors, il y avait quantifié point de vue communication, donc les retombées presse, le soutien des médias qui, on était très contents, ils étaient très présents. On pouvait mesurer la beauté ou la force de la campagne aussi par le soutien spontané que l'on a reçu de la part des médias. Donc, on a eu un très bel accueil dans la radio locale, dans la presse, c'était vraiment chouette. Donc, on comptabilisait bien sûr les retombées comme on le fait d'habitude. Et après, on a aussi comptabilisé les associations, les kilomètres parcourus, les gens qu'on a pu soutenir. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Je crois qu'on a fait le compte, on a parcouru le monde, on a fait le tour du monde avec nos véhicules et ça c'est chouette parce que c'est énorme. on n'a pas pu espérer autant. On rappelle la taille de la Suisse. Hein. Exactement. Et comment vous transformez aujourd'hui en chiffres, parce que là quand même vous êtes responsable marketing, donc le marketing revient quand même à des données. Donc là, vous avez pu créer une opération, je dirais, d'image qui était très forte, très utile pour les gens. Comment est-ce qu'on peut capitaliser ce genre d'opérations pour après les transformer vers quelque chose de plus commercial ? Alors, le côté commercial que l'on a mesuré, effectivement, c'était entre autres le nombre de visiteurs sur notre site Internet, parce que nous avons relayé cette activité via la presse, via les radios, mais aussi sur notre site. On en a parlé, on a présenté les images, on a raconté les anecdotes. Donc, on a pu voir que les visites étaient en hausse et le temps passé sur notre site était en hausse aussi. Et ensuite, les gens s'occupaient avec Mazda, sont allés plus loin et ont effectivement commencé à regarder les détails sur nos véhicules ou à les configurer. Donc, ils ont automatiquement suivi le chemin que l'on espère voir quand quelqu'un arrive sur notre site. Donc, ça, c'était le côté business. On y voyait un résultat direct. Parce que, et je reviens à mon premier point, parce qu'on les a capturés avec un contenu pertinent. Quelque chose qui leur a fait du bien, qui les a fait se sentir bien et qui leur a donné envie de rester sur le site et aller explorer autre chose. Et à partir de ce moment, il était sur notre tunnel de communication. Alors c'est assez fou de voir une telle opération susciter autant d'intérêt pour un véhicule, pour l'achat d'une voiture, sachant qu'effectivement on était tous partis dans des bonnes résolutions. Est-ce que tu as constaté un changement de paradigme sur l'achat des voitures ? J'ai discuté avec 2-3 concessionnaires, et tous m'ont dit c'est le boom de la vente de la voiture. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate aussi chez Mazda ? Et si oui, comment on peut l'expliquer ? Alors, le marché était quand même très compliqué pendant les mois de confinement. Soyons clairs, on n'était pas en train de fêter les ventes. Hein. Non, mais je parle d'après, parce qu'effectivement... Là, on voit une reprise, ça c'est clair. Je pense que le marché en absolu n'est pas encore à son niveau de l'année précédente. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques officielles. Maintenant, il y a des claires tendances vers la hausse. Et j'ai regardé aussi récemment des statistiques qui nous viennent des pays asiatiques où le déconfinement s'est fait un peu plus tôt. Finalement, l'achat d'un véhicule est quelque chose de confortant et rassurant. Ouais. Nombre d'entre nous hésitent de prendre les transports publics, on se pose des questions. Et donc, avoir un véhicule, c'est réconfortant, c'est rassurant, on contrôle la situation. Donc, on voit une tendance. Il y a des statistiques qui disent qu'un tiers, presque une moitié des gens hésitent de prendre le transport en public, pourtant il faut qu'ils se déplacent. Donc là,
on a une opportunité de revenir avec une offre pertinente qui justement rassure. Oui. Donc, je pense que la tendance va dans ce sens-là, même si le marché reste quand même assez compliqué. Oui. Mais justement, ce changement de comportement, est-ce qu'il peut être utilisé dans une stratégie de communication? Parce qu'on a vu avec le Covid, au départ, beaucoup de marques avaient hésité à parler de Covid. Alors, on a eu les premiers jours, on avait la fin des campagnes qui avaient été programmées. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pendant une semaine et un espèce de décalage où on voyait des produits dans des situations qui n'existaient plus. Donc, ça semblait vraiment incongru. Et puis après, on a vu quelques marques qui arrivaient sur la thématique Covid, mais pas beaucoup, mais disons plutôt pour mettre les gens en commun, mettre un peu cette idée on se retrouve tous ensemble. Et puis aujourd'hui, alors qu'on était sur un trend très vert avant le Covid, où on était plutôt en train de se dire on ne va plus ni en avion, ni en voiture, ni voilà. Ouais. Et tout d'un coup, la voiture change je veux dire, le signal voiture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif et très rassurant. Alors, est-ce que ce changement de paradigme peut être un sujet de communication? Ça peut être un axe de communication? Je pense que ça peut l'être, mais il faut quand même faire attention parce que oui, les gens cherchent de la rassurance dans les véhicules, mais ils cherchent les véhicules qui correspondent à ce nouveau paradigme qui est beaucoup plus conscient de notre environnement et de nos actes et de comment on agit sur ce monde. Le mot le plus recherché actuellement sur notre site, c'est hybride. Donc, les gens n'achètent plus les mêmes véhicules. Oui, il faut le moyen de transport, mais autrement. Et beaucoup plus qu'avant, les gens cherchent l'électrique, beaucoup plus qu'avant, les gens cherchent l'hybride. Ils veulent consommer de façon plus consciente. Donc, il faut faire attention à cela. Je pense que c'est un changement durable. On est dans un constat où le véhicule individuel reprend ses droits sur l'utilité d'en avoir un. Donc cette recherche d'accéder à ce cocon de sécurité, elle est bien réelle. Et donc, d'après ce que tu dis, plus responsable pour les types d'énergie et ce genre de choses. Exact. Mazda propose déjà ou va proposer des véhicules de ce type-là dans la gamme des véhicules, parce que j'avoue, je ne connais pas très bien la marque. Ce serait l'occasion de faire connaissance. Alors oui, aujourd'hui, on a des véhicules qui proposent des moteurs à essence, mais hybridisés. Donc, on est déjà dans une efficacité d'émissions CO2 beaucoup plus importante. Et à partir du mois de septembre, on arrive aussi avec notre premier véhicule électrique. Alors, excellent. Là encore, voilà, Mazda a choisi un peu le chemin qui n'est pas toujours celui qui est le plus conventionnel. Notre véhicule est un véhicule pour la ville avec à peu près 250 km d'autonomie, ce qui est peu, on pourrait dire, sur le marché actuel. Mais c'est un choix conscient et qui, je pense, va rentrer dans cette demande de plus d'écologie ou conscience écologique. Parce que finalement, une petite batterie, dans la vie entière d'un véhicule, est beaucoup plus écologique qu'une grande batterie, même si c'est un véhicule électrique. Donc, on a fait ce choix de vraiment proposer un véhicule secondaire, une seconde voiture de la famille, avec une petite batterie, mais qui a une empreinte écologique beaucoup moins importante que certains d'autres. Je pense que voilà, pour chaque proposition, le client et pour chaque bénéfice produit, le client qui le cherche, nous, on a pris cette voie-là. C'est une voie d'ailleurs utilisée par d'autres marques, c'est très bien, ça devient un trend de viser plus petit sur la capacité de la batterie du véhicule pour effectivement une limitation de kilomètres moindre par rapport aux gros mastodons électriques dont on a les noms en tête. Exactement. Ce qui est intéressant avec Mazda, c'est que c'est une marque qui s'est complètement réinventée. Je ne sais pas si vous étiez là depuis le départ de la nouvelle, le nouveau changement de propriétaire. Et c'est une marque qui vraiment part sur de nouveaux axes. Alors, comment est-ce qu'on reconstruit une marque ? Alors, je sais que vous êtes passionnée de Mazda, Victoria. Ça me fait plaisir que vous en parliez. Non, moi, j'adore l'histoire parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comment est-ce qu'on reconstruit une marque et comment est-ce qu'on arrive à non seulement changer
disons le design d'une voiture, ce qui n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement parce que ça prend quand même des années. Et puis à revenir avec une autre communication. Voilà. Oui. Alors, c'est un combat de longue haleine et on est qu'au début, je le dis humblement. Le combat, effectivement, commence parce on est une petite marque, il faut qu'on se distingue. On ne peut pas combattre avec les mêmes moyens que les grands de ce monde. On doit choisir notre propre chemin. Ce chemin va vers une proposition plus premium, plus centrée autour du client. Moi, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, s'il y a une image qui circule chez nous en interne, c'est un ingénieur qui est assis au milieu d'une carcasse vide d'un véhicule. Et c'est pas du fou, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il est assis au milieu d'une carcasse vide de véhicule et c'est à partir de là qu'il réfléchit comment il va créer la voiture, comment il va l'installer, comment il va le designer. C'est dingue. Et donc, on crée les voitures avec la personne assise dans la voiture. On s'imagine comment elle va agir, comment elle va conduire, où on met quel bouton et pourquoi. Et ça, c'est une très belle philosophie à laquelle j'adhère. Maintenant, la rendre vivante et la traduire dans une proposition client pour laquelle le client est prêt à payer un peu plus, c'est un combat de longue haleine. Et je pense qu'il faut des années de communication très consistante, cohérente, forte, qui permet d'établir dans la tête des gens cette nouvelle image. Parce qu'aujourd'hui, Mazda a beaucoup de passionnés dans le monde, mais qui nous soutiennent, qui nous suivent. Mais pour continuer sur ce chemin, c'est pas facile. Alors, on a vu que les marques automobiles ont beaucoup évolué, disons, à travers leur visibilité, parce que elles ont eu des sites Internet. Aujourd'hui, les sites sont vraiment des petits moments d'expérience. On peut dessiner plus ou moins sa voiture, la couleur et tout. Donc, c'est quelque chose où les gens passent du temps. Donc, ça veut dire qu'avant de choisir une voiture, de toute façon, on va en ligne aujourd'hui. Oui. Et puis après, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un responsable marketing d'une marque. Alors, vous allez me dire si c'est vrai, qui me disait, lorsqu'un client arrive chez vous, il a 3 noms, il a 3 marques, il sait déjà tout, et il a 3 noms. Et la seule chose que doit faire un vendeur, c'est de savoir... votre marque, elle est numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans son classement. Exact. Et lui proposer des choses pour remonter en numéro 1. Donc, est-ce que c'est bien vrai? Et comment? Donc, ça veut dire que le réseau vendeur, le vendeur reste une personne clé. Alors, donc c'est vrai, je confirme, c'est tout à fait vrai. Mais le vendeur reste clé, mais autrement que dans le passé. C'est-à-dire que quand le client arrive chez le vendeur, il a effectivement ces 2 ou 3 marques en tête, il veut les tester et il veut être convaincu ou veut remonter la marque de la position 3 à 1. Mais le client arrive souvent déjà avec plus d'informations que le vendeur lui-même. Et c'est ce monde digital que beaucoup d'entre nous gèrent, auquel on adhère, et où d'autres entre nous ont du mal à suivre parce que c'est très rapide, ce changement est très rapide, il est radical. Et selon les concessionnaires, selon les revendeurs, certains sont plus affines et d'autres moins. Donc c'est un changement d'attitude et de demande client qui est radical. Donc notre devoir en tant qu'importateur, c'est d'accompagner nos revendeurs sur ce chemin parce que voilà, le client arrive avec 3000 statistiques déjà en tête, il aura lu les blogs, il aura lu les articles, il se sera fait les fichiers Excel, et il a peut-être même déjà le prix parce qu'il a configuré et il dit maintenant je veux juste tester et intervenir dans cette démarche avec une façon pertinente pour qu'on puisse, en tant que vendeur, s'intercaler dans son choix, c'est pas facile. Ouais. C'est un vrai bousculement des habitudes. On a un commentaire de notre super fan qu'on embrasse, c'est Anaïs qui nous dit « Bravo de faire réagir le côté client également, c'est super intéressant, merci l'équipe, merci pour le merci. » Moi j'ai une question par rapport à l'expérience en ligne, l'expérience virtuelle. Pendant des années, on a vu effectivement des sites internet, des applications qui aidaient le décideur, l'acheteur à se projeter dans le véhicule, dans l'achat de celui-ci. On a vu avec cette crise dans ce domaine également que effectivement le numérique, le virtuel, maintenant on va
plus pouvoir faire sans, hein, c'est maintenant devenu acquis qu'il faut travailler avec ces produits. Est-ce que ça a donné d'autres idées, d'autres projets sur lesquels une marque comme Mazda a envie de travailler sur son marketing en ligne ou sur l'expérience utilisateur avant l'acquisition? Absolument. Par la force des choses, on était contraintes, nous aussi, de passer à un mode accéléré dans le digital. Pour revenir sur le véhicule électrique dont vous avez parlé tout à l'heure, on avait le plan de le présenter sur le salon d'auto, qui a été annulé, voilà, on connaît l'histoire. Ensuite, sur d'autres événements qui, pareil, ont été tous annulés. Donc, il fallait qu'on fasse autre chose pour garder les gens qui attendent ce véhicule avec impatience, quand même intéressés et, entre guillemets, chauds. Donc, on a lancé pour la première fois des formations virtuelles pour nos agents et aussi des expériences virtuelles pour nos clients, où avec des lives, avec des vidéos, avec des expériences de réalité augmentée, on leur a présenté le véhicule. Ça ne remplace pas le sentiment de se poser dans le véhicule et se mettre derrière le volant, mais ça donne quand même une expérience inédite que je pense qu'on n'aurait peut-être pas osé faire avant. Et là, on n'avait pas le choix. Donc, on a passé cette étape courageusement. Elle a été super bien accueillie. Et donc, oui, comme dans chaque problème, dans chaque adversité, finalement, on a vu une belle occasion. Et je suis ravie. Et je pense que tous collectivement, il faut qu'on soit plus courageux dans ces démarches digitales. Parce que les clients, ils sont et ils ont adoré. Alors, quelle est la relation aujourd'hui entre une marque et ses agences? Parce que le marketing est vraiment le centre névralgique de la marque, on le voit de plus en plus, et contrôle aussi la communication, alors qu'avant, il y avait une séparation entre celui qui faisait la communication, la publicité, et puis que le marketing. Donc là, on voit tout arrive sur le marketing digital. Comment vous travaillez avec les agences et comment vous choisissez ce qui ne va pas être fait à l'interne et ce qui va être confié alors j'imagine toute la version du site, évidemment, je ne sais pas si c'est le site que suisse où vous avez un duplicata du site mazda.com et puis vous avez le .ch. Mais après, tous vos autres prestataires en communication, comment est-ce que vous répartissez ces mandats? Alors, je pense qu'on dépend plus que jamais de nos partenaires, les agences. Je ne dis pas ça pour faire plaisir aussi au public, mais je le pense réellement parce que le monde du marketing et de la communication est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe. Le monde digital est très vaste et il demande une spécialisation dans plein de domaines différents qu'une personne seule peut même pas gérer. Et en interne, alors en l'occurrence, on est une petite équipe, mais même si on était un peu plus nombreux, on peut juste pas gérer en interne. Donc, on est dépendant des agences, et j'ai envie de dire tant mieux parce que ils nous apportent un vent frais, une vision différente, des expériences qu'ils ont pu avoir chez d'autres clients, etc. Donc, nous, on travaille avec pas mal d'agences et encore une fois, surtout dans le domaine digital pour avoir les différentes spécialisations. Maintenant, cela apporte une complexité, c'est qu'il y a un besoin de coordination entre les différentes expertises qui devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, c'est presque le nerf de la guerre de trouver ce dirigeant d'orchestre qui va faire en sorte que tout se passe de façon coordonnée, cohérente et dans les bons timings. Donc, c'est ce poste de Marcom, on pourrait dire. Je pense, oui, c'est vraiment crucial, ouais. Ouais, c'est vrai que ça change. Katharina, merci beaucoup pour cet échange, très très intéressant. Ça me donne presque envie de m'intéresser à acheter une voiture, moi qui me déplace avec un autre type de véhicule, mais ça c'est une autre histoire. On va rester attentif sur la sortie de ce nouveau modèle, hein. Qui sait, on en reparlera peut-être un petit peu. Comme tu as un emploi du temps très chargé et que je suis le maître du temps, on va finir pour une fois un petit peu en avance. Merci beaucoup pour cet échange très très intéressant et on se fera fort de garder effectivement en tête l'idée de reparler de tout ça puisque comme il a été dit dans la chatroom, c'est assez sympa aussi de voir du côté client et puis peut-être un client comme Mazda a des choses à dire aux agences, donc restez branchés. Voilà, on va te souhaiter une très très bonne après-midi et puis on se dit à très très bientôt. Merci à vous tous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt peut-être. Oui. Merci, au revoir. Voilà Victoria, il est temps aussi de se dire au revoir. Ça fait du bien aussi de finir pile à l'heure. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis ça fait bien aussi de relayer des bonnes actions parce que c'est vrai.
voilà, ça montre que ben, les entreprises, les marques, elles sont quand même soucieuses aussi de leur environnement. C'est pas, on les fait partie tous, je le dis toujours, dans le même écosystème. Et puis voilà, c'est important. Ça fait plaisir de voir autant d'imagination, autant de créativité en temps de crise, surtout directement chez une marque. De créativité, voilà, Voilà, surtout. exactement. Allez, on se dit à demain, 15 heures, et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, c'est pas avant.